ce pas des données qui sont tout à fait nouvelles. Je les ai déjà présentées, mais j'ai quand même modifié certaines choses puis fait des ajouts. Mais ça se peut que si vous m'avez déjà entendu parler des mauvais traitements psychologiques, ça se peut qu'il y ait des petits bouts qui vous rappellent quelque chose. Vous m'entendez bien aussi là-bas? OK. Donc, en guise d'entrée en matière, j'aimerais ça qu'on vienne un peu sur... Bon, vous savez que c'est juste depuis 2007 que l'alinéa mauvais traitement psychologique est dans notre loi de la protection de la jeunesse à nous. C'est pas pour rien. Il y a eu longtemps des controverses dans la littérature autour du concept de mauvais traitement psychologique. J'aimerais ça qu'on y revienne parce qu'à la fin, on va boucler la boucle puis on va voir que toutes les controverses ne sont pas tout à fait encore réglées. Donc, question de définition. Les MTP dans la littérature, d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup de termes, les mots, les expressions qui sont utilisées en référence au mauvais traitement psychologique. Il y en a une variété énorme. Ce n'est pas des synonymes. Des fois, c'est plus large, des fois, c'est plus restrictif. Par exemple, on va parler d'abus émotionnel, d'abus psychologique. Certains vont parler juste du rejet affectif. Donc, ça peut être très large, ça peut être très petit. Ce n'est pas des synonymes, mais ça réfère tous à un concept qu'on peut appeler mauvais traitement psychologique. Certains chercheurs et cliniciens vont prôner pendant très longtemps une définition qui est très large, qui va inclure toutes les manifestations possibles de mauvais traitement psychologique. D'autres, par contre, vont dire non, il ne faut pas faire ça. Parce que là, il y a un risque de déraper, puis il y a un risque que ce qu'on appelle le mauvais parentage, ça passe pour de l'abus ou de la négligence psychologique. Donc, d'autres vont vouloir une définition qui est très restreinte aux formes qui sont les plus sévères, de façon à pouvoir bien identifier ce qui est de l'abus et ce qui est simplement une mauvaise pratique parentale. Pour dire, est-ce qu'il y a des mauvais traitements, est-ce qu'il y a présence ou pas de mauvais traitements psychologiques, certains vont prôner dans la littérature qu'on regarde les actes qui sont commis. Les autres vont répondre, oui, mais combien d'injures ça prend pour que le développement d'un enfant soit compromis? Quelle nature ces injures-là doivent avoir? C'est à peu près impossible de comptabiliser combien d'injures, combien de menaces ça prend. Certains encore vont proposer de se baser sur les conséquences négatives observées chez l'enfant. Pour eux, s'il n'y a pas de conséquences négatives, il n'y a pas de maltraitance. D'autres vont dire, oui, mais quand on parle de mauvais traitement psychologique, on ne peut pas se baser sur les conséquences parce que très souvent, les conséquences ne sont apparentes qu'à plus long terme. Donc, ça ne peut pas servir de base non plus pour statuer est-ce qu'il y a présence de MTP. Quand je dis MTP, c'est mauvais traitement psychologique, ça va plus vite. Certains proposent de ne considérer les mauvais traitements psychologiques seulement en présence d'autres formes de maltraitance. C'est ce qu'ils font, par exemple, en Grande-Bretagne. Dans leur loi, les mauvais traitements psychologiques sont considérés, mais seulement s'ils viennent en même temps. D'autres vont dire, bien, c'est vrai qu'ils peuvent apparaître seuls, c'est vrai qu'ils peuvent apparaître en même temps en co-occurrence avec d'autres formes de maltraitance, mais d'autres encore, et ça, c'est le courant le plus récent dans la littérature, ça date d'à peine 1 an, 2 ans. D'autres vont dire, les mauvais traitements sont pas en co-occurrence, ils sont surtout, comment j'ai fini par traduire, imbriqués. En anglais, on dit enmeshed. Donc, sont imbriqués dans toutes les autres formes de maltraitance. Pour eux, un enfant, par exemple, quand il subit de l'abus physique régulièrement, il est en même temps terrorisé. Nécessairement, il est terrorisé. Même chose pour un abus sexuel, même chose pour toutes les formes d'abus. Donc, pour eux, dans toutes les formes, toutes les situations d'abus, il y aurait de la maltraitance psychologique. Il y a quand même un certain consensus, 2-3 points de consensus dans la littérature. Le premier consensus, c'est autour de l'expression « mauvais traitement psychologique ».
on va la privilégier de plus en plus parce qu'elle inclut d'une part les formes, ce qu'on appelle l'abus, mais aussi les formes de négligence. Puis quand il s'agit au plan psychologique, des fois, c'est difficile de séparer les deux. Tu as des formes de rejet verbal qui sont du rejet, mais qui sont dits, sont commis. Donc, c'est difficile au plan psychologique de séparer l'abus et la négligence. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de gens qui s'entendent pour l'expression mauvais traitement psychologique. Il y a aussi une certaine entente en faveur de la définition qui avait d'ailleurs été élaborée par un groupe d'experts qui sont à la fois des chercheurs et des cliniciens puis au plan international. Donc, c'était lors d'une conférence internationale sur la question. On va parler de tout acte commis ou omis. Donc, on réfère aux abus, mais on réfère à la négligence psychologique, qui sont jugés selon les standards de la communauté et l'expertise professionnelle comme psychologiquement dommageables. Ces actes sont commis individuellement ou collectivement par des personnes qui sont en position de pouvoir, soit en raison de l'âge, du statut, des connaissances, etc., ce qui rend l'enfant vulnérable. Ils peuvent nuire immédiatement ou ultérieurement au fonctionnement pas juste psychologique, au fonctionnement cognitif, affectif, comportemental et même physique de l'enfant. Le même groupe d'experts, en même temps, avait apporté ce qu'on appelle une typologie. Donc, une typologie, c'est jamais exhaustif, mais c'est pour donner des exemples, des formes possibles de MTP. On a parlé donc du fait de mépriser l'enfant, le rejeter verbalement, dénigrer, insulter, le traiter en inférieur, l'humilier publiquement. Il y avait une maman dans une des premières études que j'avais faites quand son petit gars de 3-4 ans faisait encore pipi dans ses culottes. Elle l'envoyait jouer dehors avec une couche par-dessus ses pantalons. Bon, c'est une bonne forme d'humiliation ou de mépris. Le fait de terroriser l'enfant, donc le menacer sévèrement, soit de coups, soit de mort, soit d'abandon, menacer les êtres ou les objets aimés, et c'est ici qu'on pourrait rentrer l'exposition à la violence conjugale. Le fait, quand l'enfant est très jeune, de ne pas le surveiller dans une situation où on sait que c'est dangereux. On a ensuite l'isolement, et ça, c'est à la fois l'isolement social, donc couper des contacts qui sont normaux pour l'enfant, et évidemment qui ne sont pas négatifs, qui n'ont pas d'effet négatif. On ne parle pas de couper, d'empêcher les contacts de l'enfant avec quelqu'un qui serait abuseur. Donc, l'isolement social, mais c'est aussi l'isolement physique. Le fait de confiner un enfant, de l'enfermer dans sa chambre pour une période qui n'est pas adaptée à son âge, le fait de le laisser assis sur une chaise pendant des heures, par mesure punitive, souvent. L'autre catégorie, c'est l'exploitation, la corruption, qu'on connaît assez bien. Ignorer les besoins affectifs, ça aussi, on connaît ça assez. Et plus récemment, les auteurs ont ajouté négliger les besoins de traitement lorsqu'il y a un diagnostic, que ce soit au niveau des besoins éducatifs, médicaux, mentaux, etc. Ce nouveau consensus-là se lie un petit peu à travers le libellé de notre nouvelle alinéa 38C, qui dit « Lorsque l'enfant subit de façon grave ou continue des comportements de nature à lui causer préjudice, et non pas des comportements qui lui causent préjudice, donc des comportements de nature à lui causer préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne, et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. » Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé de faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence conjugale et familiale. Vous voyez qu'on retrouve les principales manifestations qui ont été reprises pour guider les intervenants par des exemples plus
plus précis. Les autres facteurs à considérer selon la loi, c'est des facteurs qui sont à considérer pour toutes les alinéas, la fréquence, l'intensité, la chronicité dans le temps, l'âge et le stade de développement de l'enfant, les stratégies d'adaptation de l'enfant, l'interprétation qu'en fait l'enfant et les facteurs de risque et de protection dans l'environnement. La présente étude. Une étude de moi-même, en collaboration avec Jacques, ici présent, Sonia Elie et Chantal Lavergne, qui est également ici. L'étude financée par le CRSH avec la collaboration de plusieurs personnes que je nommerai pas toutes, mais c'est une façon pour moi de les remercier encore et encore. Et avec aussi la collaboration précieuse des 16 centres jeunesse québécois qui colligent des données clinico-administratives dans le système PICHE. Ça va? Objectif de l'étude, volet 1. Documenter à partir des données clinico-administratives en provenance de tous les établissements CJ la prévalence des situations, certaines caractéristiques des jeunes des familles, les liens de co-occurrence avec les autres formes de maltraitance, les trajectoires passées éventuellement dans les services et les trajectoires actuelles, c'est-à-dire la trajectoire de service qu'on appelle. À partir donc des données clinico-administratives, ce qu'on a analysé, c'est tous les, entre juillet 2007 et juillet 2010, tous les premiers signalements. Donc, ça veut dire, si un même enfant dans la période est signalé plus qu'une fois, on considère le premier, histoire de ne pas compter son sexe 2 fois, mais les autres sont considérés plutôt dans la trajectoire comme un resignalement. Ça va? Donc, les situations, le nombre de situations qu'on va voir, ce sont des enfants différents. On avait un deuxième volet qui reste encore à approfondir au niveau des analyses, qui est finalement constitué d'analyses secondaires des informations qui avaient déjà été colligées pour la dernière étude d'incidence québécoise. Et un troisième volet où on a rencontré 30 intervenants, à moitié de l'évaluation et à moitié de l'application des mesures, pour parler des défis que pose l'alinéa MTP et des solutions, qu'est-ce qui est aidant selon eux. C'est surtout aujourd'hui volet 1 et volet 3 dont on va entendre parler. Volet 1. Dans la cohorte, vous n'êtes pas obligé de lire tout ça, on a analysé 67 254 premiers signalements à travers le Québec dans la période de 3 ans. Ça, c'est la cohorte de base. La cohorte fait fondée, qu'on va utiliser un petit peu plus tard, c'est les composés des situations qui ont été jugées après l'évaluation. Sécurité, développement. Merci. Donc, compromis ou non compromis, mais fait fondé. Ça va? Ce qu'on trouve au niveau des allégations, quand je dis allégations, c'est avant la rétention de signalement. Donc, les signalements, qu'est-ce qu'ils disent? Les motifs de signalement, si on met ensemble la négligence puis le risque de négligence, si on met ensemble l'abus physique puis le risque d'abus physique, donc on y va par problématique, on voit que les MTP, c'est le troisième motif de signalement avec 22,7 % comparativement à 50,1 % pour négligence et 25,5 % pour abus physique. En général, quand les MTP sont signalés, la plupart du temps, ils sont seuls. Dans presque 12 % sont seuls. Dans 3,3 % sont en co-occurrence comme motif principal. Mais lorsqu'il y a co-occurrence, c'est plus souvent les MTP qui sont le motif secondaire. Qui les signale? C'est intéressant. Sur toutes mes acétates, j'ai mis des spots jaunes, là. C'est parce que c'est là que je vais attirer votre attention. Je ne veux pas vous couper du reste de l'information, donc je les ai laissés. Les employés scolaires, quand il y a des MTP, que ce soit
seul ou en co-occurrence avec une autre forme de mauvais traitement. Les employés scolaires sont beaucoup moins, 13,7 des signalements pour MTP seul et 18,1 pour MTP en co-occurrence viennent des employés scolaires. En comparaison, c'est 21,5 des signalements qui ne contiennent pas de MTP. Donc, les employés scolaires sont plus souvent actifs dans les signalements en l'absence de MTP. Les personnes, le corps de professionnels les plus actifs en présence de MTP, ce sont les policiers. 26 des signalements MTP se font par le biais de la police. C'est 15 seulement des signalements quand il n'y a pas de MTP. Ils voient les parents agir et à ce moment-là, ils signalent. C'est une intervention? Comment ça se passe? On va voir tantôt quand on va voir les ventilations. Ça va s'expliquer presque tout seul. Ce qu'on peut voir aussi, si on regarde le nombre de motifs signalés en même temps, c'est qu'en présence de MTP, il y a souvent jusqu'à 3 motifs de signalement en même temps. Alors qu'en général, quand il n'y a pas de MTP, le plus souvent, c'est un motif. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est des situations, quand il y a des MTP, qui sont plus complexes. Les décisions, comme c'est le cas en présence ou non de MTP, la majorité des décisions vont recevoir un code de priorité de 4 jours. Mais c'est encore plus vrai lorsqu'il y a des MTP. Ce qui pourrait être le signe que c'est perçu comme peut-être un petit peu moins dommageable dans les médias, en tout cas. La plupart des situations qui comportent des MTP sont jugées fondées après l'évaluation. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais en tout cas, ce qui est plus souvent le cas en présence d'un MTP qu'en leur absence. Mais ce qu'on peut voir, c'est que la plupart d'entre elles sont jugées fondées, surtout lorsqu'il y a co-occurrence avec une autre forme de maltraitance. Sexe et catégorie, si on regarde, là, on l'avait découpé même 2, 5, 3, 0,2 et 3, 5 ans. Dans toutes, en présence ou non de MTP, ce sont les petits garçons qui sont les plus souvent, ici c'est la cohorte fait fondée, donc qui sont les plus souvent sujets de situations qui sont jugées fondées. Sauf chez les 12 ans et plus, en présence de MTP, ce sont les filles. C'est clair? Oui. Dans les situations jugées fondées toujours, on note une grande co-occurrence, surtout avec le risque de négligence et la négligence. De façon surprenante pour nous, en tout cas les chercheurs, mais aussi pour beaucoup d'intervenants, il y a peu de co-occurrence avec les troubles de comportement. C'est surprenant, d'une part, parce que dans la littérature, c'est vraiment lié en tant qu'impact. D'autre part, il y a beaucoup d'intervenants qui, à un moment donné, le soulignent qu'il y a des liens pour eux entre les troubles de comportement. Puis moi, j'explique ça par le fait que, puis il y a des intervenants qui m'en ont parlé aussi, que finalement, les intervenants ne veulent pas mentionner la cause, l'impact. Ils veulent mentionner ce qui est source de maltraitance. Et pour eux, le trouble de comportement, même s'ils le voient présent, ils ne le mettent pas. D'autres vont, j'ai déjà assisté dans des petites réunions d'équipe, là, ça se chicane. « Ah, tu le mets pas, toi? » Bien, moi, je le mets. Moi, je le mets tout le temps. Moi, je le mets pas. Mais il y en a qui le mettent pas, puis il y en a quand même qui vont mettre trouble de comportement. MTP direct ou indirect? Dans la littérature, on a eu, parce que ça commence à être remis en question, mais on a eu tendance très longtemps à séparer les formes de mauvais traitement psychologique selon qu'ils ciblent directement l'enfant. On parle donc d'abus ou de négligence qui ciblent directement l'enfant. Oups, ça aurait dû être abus ici. Négligence qui cible directement l'enfant aussi,
ou maltraitance psychologique indirecte qui ne cible pas l'enfant, qui l'atteigne par la bande. Vous pouvez voir que dans les situations, dans ces années-là en tout cas, qui étaient reconnues, les situations de mauvais traitement psychologique jugées fondées au Québec, 83 % des situations de MTP seules, c'est de l'ordre qui ne cible pas directement l'enfant. Et quand il y a co-occurrence, c'est 72,9 % qui ne ciblent pas directement l'enfant. Et là, ça, c'est questionnant, parce qu'on ne peut pas être le seul endroit au Québec où il n'y a pas de menace directe envers les enfants, où il n'y a pas d'isolement social, où il n'y a pas... Il y a donc, encore une fois, une grande difficulté, soit à reconnaître ces situations-là puis à les signaler de la part des signalants, soit à les faire la preuve, soit à démontrer qu'ils ont des impacts. Si on y va plus détaillé, limitez-vous au premier tableau. Quand les MTP sont tout seuls, qu'est-ce qu'on trouve d'abord? L'exposition à la violence conjugale dans 50,7 % des cas. Exposition au conflit de couple dans 45 % des cas. Ça peut être les mêmes, hein? Il peut y avoir 2 ventilations pour la même situation. Exposition à violence conjugale familiale dans 22 % des cas. La seule forme directe qui cible l'enfant et qui est reconnue par les intervenants avec une certaine fréquence, c'est le dénigrement. Si on regarde les situations de co-occurrence, ce sont les mêmes 4 ventilations qui reviennent le plus souvent, un petit peu plus faiblement pour le conflit quand c'est en co-occurrence que quand c'est en MTP seul. Si on regarde le dénigrement, je vous disais, on regarde juste les situations de MTP jugées fondées, donc co-occurrence comme principal, co-occurrence comme MTP comme motif secondaire, conflit de couple, exposition à violence conjugale, c'est là où on a tendance à mettre du MTP comme motif principal. Dénigrement, non seulement c'est la seule forme d'abus direct qu'on retrouve dans nos systèmes, mais en plus, quand on l'a, c'est un motif secondaire à une autre forme d'abus. Selon le sexe de l'enfant, intéressant, ça, c'est les formes directes seulement que j'ai regroupées à partir des ventilations. On voit que les filles, presque toutes les formes directes, ce sont elles qui sont les plus victimes des MTP directs, sauf en ce qui a trait à l'indifférence, qui est une forme qui, évidemment, qui réfère plus à la négligence, mais qui cible aussi directement l'enfant. Les formes indirectes qu'on retrouve dans nos ventilations, violence familiale et renversement de rôle va concerner les filles, et exposition à violence conjugale, exposition au conflit de couple, concerne un tout petit peu plus souvent les garçons. Ça me fait penser que pour les chercheurs dans la salle, surtout qui s'intéressent à ces questions-là, on n'a pas fait de test de différence statistique, je rappelle, parce qu'on a affaire à la population entière des signalements. Donc, on n'a pas besoin de faire un test statistique qui, en fait, le test statistique nous dirait combien d'échantillons j'ai besoin de prendre pour avoir les mêmes données. Mais nous, on a la population totale, ce n'est pas un échantillon. Selon le groupe d'âge, on voit que quand c'est des MTP directs, qui sont les premières victimes? Ce sont les 12 ans et plus, quelle que soit la forme de mauvais traitement psychologique. Les mauvais traitements indirects, pour l'exposition à la violence conjugale, ce sont les tout-petits. L'exposition à la violence familiale et au conflit de couple, ce sont les 6-11 ans. Et, évidemment, renversement de rôle, ce sont les 12 ans et plus. Comment on traite ces situations-là? Toujours dans les situations de MTP,
seul, en co-occurrence ou les situations qui ne comportent pas de MTP. On a regardé d'abord, on a regardé beaucoup plus que ça, mais ça, c'est ceux que j'ai choisi de vous présenter. Dans 82,5 versus 74 et 66,6 il n'y a pas de placement. Donc, il y a un peu plus souvent une absence de placement en présence de MTP. Ça va? Quand il y a placement, cependant, c'est un peu plus souvent en milieu de type familial. Donc, c'est 87-88 versus 67,5 en l'absence de MTP. Si on regarde aussi selon le sexe de l'enfant, chez les filles, il va y avoir les MTP seuls chez les filles, il va y avoir un petit peu plus souvent au moins un placement en milieu de type familial, 54,8 versus 45,2 des garçons. Des proportions à peu près semblables en co-occurrence. Tandis qu'en l'absence de MTP, la proportion garçons-filles qui connaissent au moins un placement en milieu de type familial est beaucoup plus proche entre les garçons et les filles. Évidemment, milieu institutionnel plus les garçons. Et ce qui est plus surprenant, c'est pas juste que c'est plus les garçons, mais c'est plus souvent en présence d'autres formes de maltraitance que de MTP. Ça va? Je suis pas sûre, je suis claire? On va sauter celle-là, parce que je vais arriver au défi, puis je vais avoir le temps d'en parler. Les défis, les principaux, tirés donc du volet 3, quand on a interrogé les intervenants. Premier défi, pas par ordre d'importance, mais celui qui est soulevé très souvent, c'est le degré, la crédibilité et le degré d'articulation intellectuelle des parents. Pourquoi c'est un défi? D'abord, c'est une clientèle avec laquelle on n'est pas habitué de travailler. C'est un défi aussi parce que c'est une clientèle qui est particulièrement peu ouverte à se faire dire comment élever ses enfants. En fait, c'est une clientèle qui a l'habitude, quand elle va elle-même demander conseil, si le conseil n'est pas favorable à sa façon de faire, elle va changer d'intervenant. C'est une clientèle aussi qui est parfois et même assez souvent plus scolarisée que les intervenants eux-mêmes. Par définition, ça peut être intimidant. En fait, le problème, c'est que tout le monde était crédible là-dedans. La mère, elle se présentait bien, elle avait l'air crédible, une professionnelle. Elle parlait bien. Au début, tu la crois. Le problème, c'est que quand tu rencontres le père, bien, tu le crois aussi. J'ai oublié de vous souligner que les intervenants, quand on leur a demandé de nous rapporter des situations de mauvais traitement psychologique, encore une fois, comme c'était le cas dans les résultats quantitatifs, presque plus de 85 des situations concernaient l'exposition au conflit de couple ou à la violence conjugale. Donc, les défis qu'on a pu tirer, bien, ils sont surtout liés à ce type de situation-là. Tentative d'alliance, manipulation. Chaque parent se cherche des alliés professionnels. Ils ont l'habitude de changer de consultant, comme je le disais tantôt, si le consultant n'abonde pas dans leur sens. C'est d'autant plus difficile dans une situation comme ça de rester neutre. C'est la caractéristique qu'on voit dans les différents dossiers où on a des conflits de séparation. Chaque parent parle en mal de l'autre parent et tente de nous amener dans cette espèce de conflit-là. Le défi comme intervenant, c'est de ne pas tomber dans le piège d'aller dans le conflit avec eux autres. Parce qu'ils vous amènent là en disant « En tant qu'expert, madame, que diriez-vous? » Interpellation constante, harcèlement même. Certains intervenants vont aller jusqu'à parler de harcèlement. Parfois, plusieurs appels par jour. Demandes souvent futiles à transmettre à l'autre parent. Beaucoup de demandes qui concernent la gestion du quotidien. Ou dites-lui que ça n'a pas de bon sens, il n'avait pas mis les bas bleus dans le sac de l'enfant, il a besoin des bas bleus, dites-lui que... on s'entend qu'à peu près tout le monde
est d'accord à prime abord pour dire que ce n'est pas la chose à faire de tomber dans ce piège-là. Mais quand tu as un caseload de 12, 13, 14, 15 familles, que tu en as 4 comme ça dans ton caseload, des fois, c'est plus facile de prendre le téléphone puis d'y dire que de supporter que la même personne va nous appeler encore 4 fois aujourd'hui pour nous demander la même chose. Donc, ce n'est pas la chose à faire, mais ça peut être difficile de ne pas y répondre. Dénigrement de la compétence de l'intervenant, plainte. Lorsque l'intervenant n'a noue pas d'alliance, évidemment, plainte formelle à toutes les instances. Et évidemment, comme je disais tantôt, certains de ces parents-là sont socio-économiquement bien nantis et bien positionnés au niveau social. Il y avait un intervenant qui nous rapportait qu'il y avait une plainte jusqu'au premier ministre. OK? Donc, on commence par le comité des usagers. Quand ça ne change rien, on va au chef de service, on monte, on monte, on monte, on monte. Tu sais, chaque matin, je rentre, j'ai des messages de monsieur qui me traitent de toutes sortes de noms. J'ai confiance en moi, je sais que je suis compétente, mais c'est fatigant, c'est agressant de toujours vivre là-dedans. Et à ce moment-là aussi, il a fait une plainte contre mon autre collègue de l'application des mesures en disant au DG et à son chef, comme il m'avait fait auparavant à moi, qu'elle lui avait craché dessus puis qu'elle l'avait traité de sale nègre. Gros problème. Et ici, c'est clair que c'est vrai, pas juste avec l'exposition ou les MTP indirects, tous les MTP, gros problème, manque de reconnaissance des effets maltraitants. Les parents vont souvent reconnaître les faits. Ce qu'ils ne reconnaissent pas, c'est que ces faits-là ont un effet négatif sur leur enfant. En fait, beaucoup d'intervenants, beaucoup d'avocats ne le reconnaissent pas non plus, que ça a des effets négatifs, et ils vont avoir tendance à fermer des dossiers simplement parce qu'ils ne voient pas l'effet tout de suite. Mais bon, le problème ici dont on parle, c'est le fait que les parents ne reconnaissent pas. Si les parents ne reconnaissent pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire un recours plus fréquent aux tribunaux, à la judiciarisation. Or, nous, on sait que les impacts sont difficiles à voir, puis notre système judiciaire est basé sur un système de preuves. On a beau, et j'ai beau insister, je dis j'ai, mais je pense qu'on est rendu quelques-uns et quelques-unes maintenant à insister sur le libellé de l'article 38C, qui risque de porter préjudice. Donc, qu'est-ce qu'on connaît comme professionnel, comme chercheur? Qu'est-ce qu'on connaît de ce qui risque d'entraîner des effets au plan psychologique? Problème de santé mentale, problème... Vous voyez un peu où je veux en venir? On n'a pas besoin d'observer les effets. Quand... Là, il y en a qui ne sont pas d'accord. Hein? Le contentieux, là, il ne m'aime pas quand je dis ça. Mais je le ressouligne à chaque fois. Pourquoi il n'y a pas 2 alinéas pour mauvais traitement psychologique comme c'est le cas de toutes les autres? Pourquoi il n'y a pas risque de mauvais traitement psychologique séparé de mauvais traitement psychologique? C'est parce que la notion de risque, elle est inscrite dans le libellé du 38C. Et on ne pouvait pas aller plus loin. Ma collègue Marie-Hélène Gagné et moi, on avait écrit un mémoire à l'époque où on parlait des modifications à venir à la loi. Et on a été invités à aller présenter ce mémoire-là au comité. Et on leur a dit exactement ce que je vous ai dit au début. Mauvais traitement psychologique, on ne peut pas compter les actes. On ne pourra jamais. On ne peut pas se fier aux conséquences, parce que des fois, elles n'apparaissent pas à court terme. La seule façon de vous en sortir, c'est de faire comme les chercheurs ont fait. On va dire quels sont les actes qui risquent d'entraîner selon nos connaissances actuelles. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'alinéa risque de mauvais traitement psychologique. Mais mettons qu'il reste beaucoup de gens à convaincre. Donc, non-reconnaissance des effets. Ils n'avaient pas conscience que leur conflit ou leur discours dénigrant avait un impact sur les enfants. Non, je pense qu'ils étaient trop centrés sur leurs besoins à eux.
Souvent aussi, la reconnaissance n'est pas facile parce que le réflexe des parents, c'est de dire « il n'y a pas d'impact sur mon enfant, c'est nous. Lui, on ne l'a pas touché, on n'a pas été violent envers eux. Il n'a jamais été victime de violence. » Difficulté à trancher quant au meilleur intérêt de l'enfant. Est-ce qu'il faut recommander un changement de garde? Quand est-ce qu'il faut recommander un placement en milieu neutre? Serait-il mieux dans un milieu neutre, en famille d'accueil, chez sa mère, chez une tante? Mais en même temps, il s'en fait tellement pour son père. C'était ça l'enjeu aussi pour ma collègue. Ils s'en font tellement pour le parent avec qui ils sont en fusion que là, tu les déchires complètement, ils s'inquiètent encore plus. Même après 18 ans, on n'est jamais bien équipé dans ce genre de dossier. On travaille beaucoup avec les parents qui recherchent des solutions pour que ça aille mieux, mais il ne faut pas oublier que nous, on représente les enfants. Et des fois, quand on trouve des solutions puis qu'on négocie, en même temps, il faut se demander si c'est dans le bon intérêt de l'enfant, cette négociation-là. Intimidation. Le père est un homme très imposant qui peut démontrer une certaine agressivité quand il est confronté et qu'il perçoit un manque de respect à son endroit. En général, il ne montrait pas d'agressivité, mais à partir du moment où on le mettait en doute en apportant ce que la mère nous disait, là, l'agressivité montait. Il laisse sous-entendre qu'il pourrait perdre patience, qu'il pourrait perdre son calme, etc. Ça demande de cadrer les choses fréquemment avec lui. Mais aussi, sentiment qu'il ne s'agit pas d'un cas de protection. Beaucoup d'intervenants se questionnent à l'heure actuelle, à savoir quelles sont les situations qui sont de l'ordre de la protection et quelles sont les situations qui devraient plutôt être traitées simplement en cours supérieur. Ce que ça veut dire, en d'autres mots aussi, c'est que ces intervenants-là qui pensent que c'est uniquement de l'ordre de la cour supérieure, ce sont ceux qui pensent que ça n'a pas d'impact sur l'enfant. Compréhension inégale du libellé de l'article 38C, comme je le disais tantôt. Il y en a qui certains intervenants vont considérer le risque de mauvais traitement psychologique, le risque d'impact, d'autres non. Les intervenants judiciaires sont beaucoup dans le « s'il n'y a pas de preuves, on n'en parle pas ». Donc, système judiciaire basé sur la preuve. Ce que ça fait vivre aux intervenants, des sentiments d'impuissance, voire d'échec. Moi, souvent, je leur dis, écoutez, c'est des familles qui, de toute façon, vont se revenir très souvent dans le système. Et c'est comme si elles avançaient chaque fois un petit peu. Vous ne voyez pas l'effet que vous avez. C'est le 8e intervenant qui va vous suivre, qui va voir cet effet-là. Je dis ça pour les encourager. Donc, sentiment d'impuissance, d'échec, auto-questionnement sur leurs compétences, surtout les plus jeunes en termes d'expérience. L'impression d'être envahi, bien sûr, crainte de perdre soi-même de vue les besoins de l'enfant, sentiment d'urgence continuelle, crainte de se laisser manipuler par les parents, crainte de faire plus de tort que de bien, impression de devenir fou, c'est ressorti souvent, comme cette intervenante qui nous disait, tu sais, on dirait que la folie est pognée dans cette famille-là. Puis là, moi, je me sens comme Obélix puis Astérix, qui se promènent d'une case à l'autre, puis qui sont en train de virer fous, eux autres aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des MTP? Ils sont assez fréquents. Leurs principales manifestations reconnues concernent les conflits parentaux et l'exposition à la violence conjugale et familiale. Les formes plus directes, même celles qui sont mentionnées dans le libellé de la loi, sont moins facilement identifiées ou corroborées. Il reste donc difficile d'établir la prévalence réelle des mauvais traitements psychologiques. Les filles et les jeunes de 12 ans sont les plus touchés par les formes directes de MTP. Les MTP sont souvent associés à la négligence et à l'abus physique, mais moins que prévu aux troubles de comportement. Les situations qui comportent des MTP sont plus complexes et associées à des problématiques multiples. Le placement est moins fréquent en présence d'un MTP, mais quand il y a lieu, il se déroule plus souvent en milieu de type familial.
Et enfin, les MTP, en particulier ceux liés à l'exposition aux conflits de séparation ou aux conflits parentaux, on pourrait dire, avec ou sans violence, comportent des défis particuliers pour lesquels on n'a toujours pas de réponse. Voilà. Question?